Alors, prospective de la situation économique et écologique du bassin d'eau à l'horizon 2050 dans un contexte de développement de l'éolien dans les terres, de dérèglement climatique, d'expansion urbaine avec artificialisation accrue des sols, tout en maintenant une activité économique marine des villes. Et tout ça représenté sur une seule carte. Cette carte va contenir trop d'éléments futurs et hypothétiques. On ne va rien y voir ni comprendre. Bon, on verra ça demain, en moins une partie de CICT. Mode simulation. Immersion en 2160. Hey, coucou! T'en penses quoi de cette simulation en 2160? Tu travailles sur un projet futur d'ailleurs, n'est-ce pas? Bonjour. Oui, je travaille pour élaborer un diagnostic territorial prospectif avec mes outils de visualisation cartographique. Mais avec la multitude de variables à intégrer, je peine à imaginer le rendu final et je crains que ce soit peu attrayant. Tu vois qu'imaginer le futur et le représenter, c'est mon dada. En effet, ça demande de s'immerger complètement dans le territoire. Tu peux peut-être t'inspirer de mon jeu. Regarde, il y a une complète immersion où tu es maître des manipulations, tu te trouves dans un environnement réaliste où tu peux étudier et évaluer différents scénarios. C'est AG Carto, une société experte sur les SIG, dédiée aux communes et collectivités, qui a développé une plateforme qui permet de simuler les structures, des situations futures et de s'y plonger en réalité virtuelle. Tu navigues dans ton SIG comme dans un jeu vidéo et tu peux évaluer tes perspectives. Et c'est un super outil qui parle à tout le monde, qui donne envie de se balader dans ton territoire et qui permet aussi d'être sensibilisé sur des situations à venir. On se croirait dans un monde, tu vas voir. Et ça t'aidera à donner un plus de dynamisme à tes cartes. Ça semble intéressant. Mais dois-je avoir des compétences de développeur de jeux vidéo? Non, tes compétences en SIG sont tout ce dont tu as besoin. Après, tu te laisses guider par la plateforme, mais comme tu es un super joueur, je ne doute pas que tu prendras la main rapidement. Tiens, c'est Rémi Goura, président d'AG Carto, qui va t'expliquer et te faire une démonstration. Tu m'en diras des nouvelles. D'accord. Donc bonjour, merci à Manu pour cette introduction, merci au Jérôme Séminaire pour cette invitation, cette vidéo là que je découvre, extrêmement sympa. Je vais dérouler quelques slides, on va aller assez vite sur ces slides-là, mais pour vous situer d'où vient AG Carto, comment on est arrivé sur finalement mixer la dimension géomatique avec la dimension jeu vidéo. Donc en fait, AG Carto, c'est en 1998 qu'on a été créé. On travaille essentiellement sur les systèmes d'information géographique. On rend beaucoup de services cartographiques et géomatiques en termes de collecte, structuration de données, intégration de données auprès de nombreuses collectivités, plutôt aujourd'hui dans le sud-ouest de la France, autour de Bayonne et Bordeaux. On travaille de plus en plus sur la dimension jumeau numérique avec la représentation 3D en utilisant toute la puissance de la convergence entre le BIM, le SIG et la METI. Et depuis plus d'un an et demi maintenant, on développe JCinvert, qui est une application de réalité virtuelle qui permet de s'immerger dans les données du système d'information géographique et plus particulièrement aussi du système d'information dans sa globalité. L'idée, c'est qu'on est face à des terras de données qui décrivent notre univers réel, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, c'est difficile d'avoir une vision précise. Si je vous envoie des insights avec des magnifiques camemberts, des diagrammes, etc., je vais synthétiser cette information, mais si je veux rentrer plus dans le détail et avoir une lecture de ces informations, ça devient plus compliqué. Et donc là, la volonté de JCinvert, justement, c'est de pouvoir rendre lisibles ces informations. On est partenaire ESRI. Manu a fait une introduction sur l'open data. Je vais le rassurer, en fait, ESRI. Aujourd'hui, c'est une entreprise familiale qui n'est pas cotée au Nasdaq, au Dow Jones ou au CAC 40. Le président fondateur, qui
qui a créé Esri, est toujours aux manettes. C'est un système de filiales, avec une filiale qui est basée à Paris, qui s'appelle Esri France. Et on travaille énormément, notamment sur la gouvernance de la donnée, avec des hébergements cloud qui sont situés en Europe, des solutions qui sont on-premise, donc on peut mettre sur les serveurs internes des sites, etc. Et donc la problématique de la gouvernance et de l'indépendance justement par rapport aux GAFAM est quelque chose avec beaucoup de délicatesse gérée au niveau des SRI, parce que finalement quand on travaille pour l'armée française, c'est une réalité, ça s'impose à nous, ça fait partie du cahier des charges. Finalement la donnée, elle ne part pas dans le cloud, elle est vraiment en interne, etc. La problématique, aujourd'hui, quand j'ai fait les échanges avec les étudiants du master SILAT, c'était de dire finalement le moteur de jeux vidéo il investit de plus en plus l'univers professionnel. Et je crois que c'est Mathilde qui, lors de la visio, s'est tournée vers moi et m'a dit carrément, droit dans les yeux, le géométricien est-il ringard? Alors, je vous avoue que ça m'a fait un choc, parce que le matin même, avec la fille de 14 ans, elle m'expliquait, papa, est-ce que tu crois que tu vas aller à un séminaire sur les jeux vidéo avec une chemise blanche et une veste? Alors, et là, je trouvais que dans la même journée, ça faisait quand même beaucoup, quoi. Elle voulait que j'y aille avec un sweat à capuche que je mets pour aller la voir au foot le samedi matin, mais là, c'est au-dessus de mes forces. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous démontrer que finalement, le géomaticien et la VR, c'est pas du tout un gars. Et c'est vraiment un beau couple qui va révolutionner justement l'aménagement du territoire et des infrastructures. Alors, quel géomaticien on parle? Moi, je mets toujours ce petit focus là, parce que pour moi, il y a deux géomaticiens. Il y a le premier qu'on connaît, que je connais depuis 1995, c'est ma donnée, ma vie. Et donc, c'est celui qui va vous expliquer que finalement, il ne peut pas vous délivrer la donnée parce qu'elle n'est pas dans le bon système de projection. Qu'il y a des codes de TF8 qui ne sont pas corrects et qu'il doit les reprendre, que finalement sa donnée elle n'est pas fiable, que quand je lui demande d'avoir une vision du réseau sur les 300 km² de la métropole, des réseaux d'assainissement, il va me dire ah ouais mais je suis désolé parce que là j'ai des problématiques sur l'altitude, là je ne sais pas si c'est à 10 cm, la précision, etc. etc. Alors celui-là on le connaît tous quoi finalement. Le gars, il fait sa donnée pour lui, etc. Et en fait, en changeant tout simplement une petite console, on va redevenir à la donnée, la vie, qui change tout. C'est-à-dire c'est le géomaticien qui a compris que la donnée, c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est pas l'absolu. On ne peut pas avoir un niveau de précision parfait pour tous les usages. Donc en fait, à un moment donné, il fait circuler l'information. Il la partage, il fédère, il va chercher la donnée auprès des différents acteurs de la collectivité, du privé, etc. Et il va la structurer, et il va la diffuser auprès de son organisation, de ses collègues, pour finalement les augmenter dans leur analyse et dans leur action. Et donc ça, à mon avis, c'est fondamental, avant même l'open data, que le géomaticien se pose comme un fédérateur, un partageur. Il doit se mêler de ce qu'il ne regarde pas, aller dans les services, être force de proposition, etc. Donc en fait, comment le jeu vidéo peut s'inviter là-dedans et comment il peut l'augmenter? Tout simplement parce qu'en fait, le jeu vidéo, si on y regarde bien, c'est 95% de données géolocalisées. Donc en fait, en utilisant le moteur de jeu vidéo, le géomaticien va pouvoir immédiatement immerger ses utilisateurs dans son territoire, il va pouvoir simuler des scénarios métiers, il va pouvoir offrir à des équipes d'intervention de sécurité civile le suivi en temps réel de ces équipes en intervention dans un univers de type métaverse, et donc avoir des informations techniques qui va permettre de contextualiser l'environnement dans lequel va évoluer par exemple les sapeurs-pompiers, les agents, etc. On va pouvoir former des agents à de la maintenance sur des infrastructures très spécifiques. On va pouvoir valoriser le patrimoine aussi. Je crois qu'il y a une autre présentation à ce sujet-là par un des intervenants ce matin ou cet après-midi, je ne sais plus. On va pouvoir sensibiliser à l'accessibilité. En fait, l'idée c'est qu'avec le moteur de jeu vidéo, et à partir de la donnée SIG, on va pouvoir simuler, s'immerger
finalement, dans un monde réel qu'on va modifier suivant les besoins et suivant les scénarios qu'on a besoin. Alors, comme je suis partenaire Esri, je me dois quand même de faire une présentation de l'écosystème Esri. Voilà. Aujourd'hui, souvent, on dit ouais, QGIS c'est super, c'est l'équivalent d'ArcGIS. Alors, QGIS c'est un excellent outil, on l'utilise aussi chez AG-Carto. On n'est pas assis sur ce côté-là. Et donc, en fait, derrière ArcGIS il se cache plein de choses super intéressantes. En fait, il se cache tout ça. C'est-à-dire que, je vais prendre mon petit laser, voilà, mon petit laser. En fait, dès que vous avez une licence ArcGIS Pro, il faut savoir que vous avez un espace ArcGIS Online, qui est un espace cloud, que vous pouvez dire, tiens, je veux héberger en Europe. Ou alors une solution de type ArcGIS Enterprise, qui permet de stocker des données dans ses propres serveurs, dans son propre infrastructure. On accède immédiatement à des applications de saisie, structuration de la donnée sur le terrain. Et au bureau sur le terrain, des applications web qui sont magnifiques, solutions no-code, low-code, qui vont vous permettre de propulser vos données auprès de vos clients, de vos utilisateurs, etc. Donc en fait, à partir du moment où on a un ArcGIS Pro pour 900 € par an, immédiatement on accède à ce niveau de service. Donc ça, c'était une petite information. Et GIS InVR, qu'est-ce qu'il vient faire? Alors, il le fait avec le système ArcGIS, mais il pourrait très bien le faire aussi avec des solutions comme GeoNetwork ou des choses comme ça, ou GeoServer, qui vont délivrer des flux WFS, des WMS, du 3D Tiles, etc., etc. Là, je rentre un peu dans des formats techniques. Et des flux IoT de la plateforme, notamment sur les BOSS, le Building Operation System, les ERP, etc., etc., pour finalement venir discuter et venir consommer ces données. Donc en fait, GIS-InVR ne stocke aucune donnée en interne. Il va venir lire des flux, il va les structurer et il va les mettre en musique pour avoir une représentation dans un univers de type Metaverse. Je vous propose de passer en mode démo. Alors, mode démo déjà, je vous propose là rapidement de faire ce qu'on fait chez AG-Carto maintenant depuis plusieurs années, c'est le jumeau numérique 3D. Donc on est sur la ligne de Bayonne, je suis dans un navigateur, et ici j'ai un photomaillage 3D qui a été pris à 600 mètres par un ULM par une société, l'Europe du ciel, qui a été mise à disposition qui nous a été mise à la disposition de la ville de Bayonne à titre open data, et qui va me permettre de balader sur la maquette 3D. Alors ce qui est intéressant dans le jumeau numérique, c'est qu'à un moment donné, on va pouvoir venir mettre de l'information qui est issue du système d'information géographique. Vous avez déjà entendu parler des fêtes de Bayonne, 1,2 million de personnes sur 5 jours. C'est un défi en termes de l'organisation du service public et de la sécurité qui est énorme, quoi. Donc à un moment donné, dire tiens, je vais référencer toutes les animations qui vont concentrer à un moment donné de la population avec des risques de sécurité, des problématiques sanitaires, de fermeture de la voirie, etc. Ça a du sens parce que les services, il faut savoir que quand les fêtes de Bayonne 2025 vont se fermer, on va commencer déjà à préparer 2026 dès septembre de l'année suivante, quoi. Donc c'est vraiment un enjeu. Donc là, tous les services, à un moment donné, vont pouvoir visualiser ça, vont pouvoir dire, tiens, à un moment donné, comment on va poser les barricades, comment on va pouvoir travailler sur les, comment ça s'appelle, le positionnement de la scène pour le groupe de rock, etc. On va partir en métrique, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, moi, d'expérience, ça fait plus de 25 ans que je travaille dans la géomatique, les études et l'aménagement du territoire, et je me perçois qu'en général, 70% des gens qui sont autour de la table ont du mal avec les plans 2D. Il y a vraiment, si j'osais l'expression, un plan lettrisme, ou il faudrait trouver une expression un peu comme ça, un illettrisme de la lecture de plan. Et donc là, immédiatement, avec la maquette 3D, avec le rendu, on va pouvoir immédiatement se mettre en situation de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et à un moment donné, la personne va pouvoir faire de la corrélation en disant « Ah oui, c'était là, tu te rappelles, on avait rencontré Pio, on a bu un coup, on a passé un moment génial, etc. » Ça, avec un plan cadastral, vous n'arrivez pas à reproduire ce même niveau d'appropriation immédiate de l'outil.
Donc je ne vais pas vous faire une démo trop longue sur cette approche-là, mais en fait, aujourd'hui, là, on arrive, par exemple, au travers de cet outil-là, à mixer des tas d'informations, comme par exemple tout ce qui est réseau, et je vais aller chercher l'éclairage public, par exemple. Donc on va traverser. Et donc là, en fait, on va avoir, alors c'est un peu le bazar parce que c'est mon espace de démo, je ne vous le cache pas. On va aller chercher la représentation d'un poteau d'éclairage public et immédiatement je vais retrouver toutes les informations attributaires. Alors ce qui est intéressant, c'est que en fait aujourd'hui le jumeau numérique a vraiment de maturité et donc je vais pouvoir très bien venir travailler en 3D, déplacer mon poteau, voilà, et puis pouvoir le tourner et remplir les attributs. Donc, ce que je vous prédis avec quasi-certitude, c'est que d'ici 3 ans, nos systèmes d'information géographique seront en 3D. On va avoir, moi ça fait 20 ans que je fais du web mapping, on a toujours fait en 2D, et aujourd'hui on est en train d'amorcer le virage pour nombre de nos clients pour passer toutes leurs données en 3D. Alors, on allait me dire oui, mais la majorité de nos données sont en 2D. Mais en fait, aujourd'hui on arrive à voir, avec le photomaillage 3D, des représentations du sol qui sont extraordinaires, et donc en fait avec une précision autour de 7 cm et demi en planie et en altimétrie, et donc en fait on reprojette la donnée qui était en 2D et on la référence en 3D. Donc ça arrive, avec ces outils-là, on permet d'avoir, à partir de bases de données, d'avoir une représentation 3D extrêmement rapide. Et en fait aussi la convergence entre le BIM et le SIG. Et là, donc là, on voit ce que parlait tout à l'heure Manu, c'est-à-dire l'intégration d'une maquette BIM d'un architecte pour simulation dans la place verte à Bayonne et voir qu'est-ce qui se passe. Et donc, en fait, la beauté du jumeau numérique, c'est qu'effectivement, on va pouvoir travailler sur l'explosion, faire un éclaté de la maquette de la maquette du bâtiment pour visualiser finalement les informations et voir tout ce qu'il y a en termes techniques, d'équipement, etc. Ça, c'est la dimension intérieure, mais si je viens ici et que je vais travailler sur la dimension plutôt environnementale, je me perds toujours, voilà. Ici, je vais jouer sur la lumière et je vais immédiatement, en faisant varier la lumière, voir quel est l'impact de mon bâtiment sur le territoire et sur les événements périphériques. Je peux travailler sur la neige, je peux travailler sur des lignes de vision, etc. Donc là, on est vraiment sur un outil qui est extrêmement puissant à travers le navigateur, etc. Donc ça, c'est déjà génial, c'est déjà un vrai progrès. Le problème, c'est que ça manque un petit peu de vie, quoi. Voilà, et on aimerait bien avoir... On aimerait bien rendre vivant tout ça, ce jumeau numérique, et que ça fasse vraiment la vision du jumeau numérique dans ton rêve. Et donc, sans attendre 2060, 160, je crois, parce que moi je ne serai plus là, je vous le dis, c'est pas le scoop, on va partir dans le JCVR. Et donc là, avec une manette, souvent on parle, oui, immersion XR, etc. On va partir sur un beau casque, super, Apple, 4000 balles. Bon, chez Carto, on n'a pas les moyens. Mais on a des idées. Donc en fait, on va à la FNAC, et puis on achète une manette de jeu, 49,99 € en promo. Et c'est une Xbox. Et c'est parti pour en fait finalement une immersion dans les données du système d'information géographique. Donc en fait, vous retrouvez exactement ce que l'on a dans le système d'information géographique. Et on va pouvoir, avec notre opératrice Cassandra, qui est une fille particulièrement brillante et très énergique, finalement parcourir le jumeau numérique. Confirme, c'est bien lui qui a la manette. Hein. Oui, je ne voulais pas, mais il a vraiment la manette et c'est vraiment la manette qui est clean, hein. C'est pas une démonstration. Voilà, c'est pas une vidéo, c'est ça. Donc là, du coup, finalement, on a des éléments patrimoniaux, comme par exemple un petit Andy Warhol avec Frédéric Basquiat, j'adore Frédéric Basquiat, qui l'a accroché au mur, hein, ça doit valoir quelques millions d'euros. Elle est tellement grande qu'elle fait un petit saut périlleux. Et voilà. Et puis ici, on va s'approcher, puis tiens, on va voir qu'il y a un capteur IoT. Alors pourquoi il y a un capteur IoT ? Parce que finalement, quand on a une œuvre à quelques dizaines de millions d'euros, on la protège, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Donc en fait, à un moment donné, c'est intéressant d'avoir de la fiche d'information. Donc là, je vais activer finalement mon capteur IoT, et puis je vais voir que c'est un capteur de température. Alors si ce capteur IoT,
Il est connecté avec un flux temps réel d'une API quelconque qui est fourni par le constructeur des capteurs IoT. Ben, finalement, je verrai que s'il y avait un problème de température, immédiatement, je verrai mon capteur IoT qui se mettrait à clignoter. Et donc Cassandra qui dit attends, qu'est-ce que c'est que ce délire là, je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe sur ça, là je vais le mettre en cours de résolution en attendant de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et puis je vais aller explorer, je vais dire peut-être je vais voir les détails, qu'est-ce qui se passe. Et donc là je suis dans ma maquette BIM. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu le BIM, c'est là une maquette Revit, mais ça pourrait être très bien aussi une maquette de type IFC qui serait ici des produits de type Allplan, Archicad, etc. Revit étant un produit Autodesk qui aujourd'hui est utilisé dans 70% des cas BIM, mais c'est ouvert aussi sur l'IFC. On va retrouver aussi le même type de capteur IoT. Bon, elle voit que tout va bien, donc on ne va pas épiloguer, elle va redescendre derrière. Alors ce qui est intéressant, tout à l'heure je disais, on va pouvoir simuler des parcours dans l'aménagement urbain, à l'intérieur des maisons et des bâtiments. Et je vais pouvoir finalement, dans mon métaverse, emprunter des rôles que je ne connais pas. Et typiquement, un des rôles qui est intéressant, c'est de dire, ben voilà, je suis une personne à mobilité réduite. Qu'est-ce que ça fait de parcourir cette infrastructure, quoi. Donc, je vais revenir ici, tac. Et je vais dire, ben, tiens, je voudrais tout simplement aller voir la Joconde. Et là, je dis, bah, tiens, non, c'est pas possible la Joconde. Est-ce que je vais voir un ascenseur à proximité? Ben, il y a un qui a été prévu sur l'ascenseur. Donc, je vais dire, voilà, ça, c'est un peu des facteurs excluants d'accessibilité au domaine public. Typiquement, c'est là aussi, par exemple, est-ce que quand j'arrive par l'arrière du bâtiment, qui est l'arrière un peu majestueuse, est-ce qu'on a prévu des choses pour moi? Non, c'est pas possible. Donc là, il faut que je prenne les entrées de service pour pouvoir faire le tour. Et là, je vois que c'est une catastrophe, quoi. Je suis obligé de traverser une voie, de rejoindre une piste cyclable, enfin, voilà, faire mon tour, comme ça, toc, toc, toc. Passer par les espaces verts, je suis plus ou moins à droite. Juste pour information, moi je suis pas de gamer, hein. J'ai acheté ma première manette de jeu à 54 ans, donc vous m'excuserez pour la maîtrise, et voilà, et donc j'arrive pas par l'entrée majestueuse du bâtiment, etc. Donc ça c'est un des points intéressants. Alors là on en reviendra tout à l'heure, mais un autre point intéressant c'est que on parlait tout à l'heure de simulation. Alors on voit que là par exemple avec des maquettes BIM, je parlais à Manu tout à l'heure, autour d'un café sur, j'ai 3 projets de concours d'architecte et je dois les arbitrer, quoi. 70% de ce plan, ça ne pas lire un plan 2D. Si je leur file juste une petite maquette, une copie d'écran qu'avait l'architecte, bon c'est bien, c'est sympa, c'est déjà mieux qu'il y a longtemps, mais c'est pas top. Si par contre, Manu, en session communautaire, il peut venir activer chaque maquette et dire, ben regardez, et puis avec sa petite manette, leur faire vivre une expérience de comment va être ce nouveau projet d'occupation d'espace public, ben là tout le monde va percuter. Et donc on va pouvoir arbitrer, on va pouvoir amener des informations complémentaires, des critiques qui vont devenir enfin plus objectives. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord, mais au moins on est dans une objectivité certaine. Alors là, la magie du numérique, ici, et c'est sympa dans JC Univers, c'est que je vais pouvoir faire tomber la nuit. Et donc voir qu'est-ce qui se passe quand il tombe la nuit. Ben, je vois que mes lampadaires s'allument, et puis aussi que ma maquette BIM, elle a s'illuminé, parce qu'au final, on voit que les lumières à l'intérieur, je vais revenir avec Cassandra, elles se sont allumées automatiquement. Donc en fait, on va pouvoir vraiment avoir un rendu réel de ce qui se passe. Et là, je vois que par exemple sur l'espace public, c'est pas terrible. Il y a un petit problème d'éclairage. Et donc je vais venir ici, ni plus ni moins implanter un nouveau candélabre. Parce que ça suffit, là, c'est infernal, les riverains se plaignent. Et donc je vais pouvoir dire, qu'est-ce qui se passe là? Et si je vous proposais une ampoule sodium, qu'est-ce que ça donnerait? Bon, finalement c'est pas terrible, je trouve qu'elle est trop jaune. Je vais partir sur un mode LED et je vais venir changer la puissance parce que 200 lumens
c'est un peu fort, et je vais partir sur un 450 lumens qui va donner un peu plus de peps. Et donc, ben voilà, j'ai mon lampadaire, mais je vois que là, il n'est pas très bien ajusté. Ben, pas de problème, je peux le dupliquer et puis en amener un deuxième à ce niveau-là. Ce qui me permet, du coup, quand je repartais en mode freecam, de prendre un peu de hauteur et de voir comment j'ai aménagé mon espace public et quel impact j'ai eu sur cet espace public. À partir de là, ces données-là, vous avez vu la petite coche verte sur mes fiches, ça me permet de les renvoyer dans une base de données projet par un simple flux et de le mettre en production directement avec la position qui a été arbitrée avec les élus, avec les riverains, dans la réunion de concertation. Donc on a vraiment quelque chose de très précis. Et au final, pour finir mon petit parcours, j'ai encore 2-3 trucs à vous montrer, mais on va retomber en mode PNR. Tac. On va aller ici. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va pouvoir naviguer autour du monde, comme tu le disais Manu tout à l'heure, qui est vraiment intéressant. Mais bon, on va aller plus près quand même autour du monde. On pourra aller à Manhattan ou ailleurs. Là, on va aller à Jonage. Alors Jonage, c'est un site intéressant parce que finalement, RTF nous a mis à disposition des maquettes comme ça pour une présentation, où en fait on va avoir une maquette qui est vraiment très sympa, d'infrastructures beaucoup plus performantes et beaucoup plus détaillées. Et on va rentrer dedans. Et vous allez voir le niveau de détail qu'en fait va permettre d'obtenir, puisque là on est juste sur les tableaux de commande. Et on peut aller à ce niveau de détail et de finesse. On pourrait lire l'étiquette sur le fusible, etc. Pardon 5 minutes, d'accord, ok, je finis 5 minutes. Et donc du coup, je vais pouvoir rentrer dans ma maquette BIM, là, ici, et aller sur des niveaux de détail supplémentaires, etc. Alors qu'est-ce qu'il faut voir là-dessus, c'est que finalement avec ces outils-là, on va pouvoir en immersion venir voir le détail, ce qui se passe dans les murs, etc., avoir la dimension technique de la chose. Alors si je reviens à l'intérieur de mon bâtiment, tac, ici, je vais pouvoir simuler des phénomènes aussi supplémentaires, comme ici, je vais pouvoir, alors là c'est un lampadaire, excusez-moi c'est des démos, mais je vais pouvoir créer un petit feu et me retirer de mon feu. Et puis j'ai Cassandra qui est polyvalente, qui est vraiment un agent polyvalent et qui va venir finalement dire mais c'est quoi ce bazar, voyons, on va faire un petit feu là, toc toc toc, et voilà, et j'éteins mon feu. Et alors ce qui est vraiment intéressant dans le SIG, là on parlait de 4D tout à l'heure, c'est que ce feu là, il est archivé, donc ça veut dire qu'à un moment donné, à un instant T, je peux venir et complètement le rejouer. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si j'ai un phénomène que j'ai modélisé, un exercice, du moins pas un exercice, mais une action sur le terrain qui a été faite par rapport à un incendie, je peux très bien modéliser cet incendie et le rejouer X fois pour former mes agents, à voir où c'est que je vais aller mettre mes actifs, mes engins, comment mes agents, mes sapeurs-pompiers vont intervenir sur le terrain pour traiter au mieux la crise. Le dernier truc que je voulais vous montrer, si c'est 5 minutes, bon, je crois qu'on a fait tout, je pense que c'est assez parlant. Bon, on va arrêter là. Si vous avez peut-être des questions, je serai très court. Oui, n'hésitez pas à prendre la parole et vous avez le micro face à vous. N'hésitez pas. L'alimentation de cette maquette, c'est uniquement par des flux ou il y a une conversion format à format? Alors, il n'y a pas de conversion, c'est que. Alors, il y a un mode déconnecté et un mode connecté. Ça veut dire qu'on peut avoir. Là, je pourrais me déconnecter d'Internet et j'aurai déjà énormément de données.
Et donc je peux travailler soit avec des flux, soit avec des fichiers locaux en fait. J'ai vraiment, là par exemple dans le cadre de ma démo, j'ai de la donnée qui est résidente sur mon ordinateur portable et j'ai de la donnée qui vient aussi par le partage de connexion de mon téléphone portable. Donc on peut très bien imaginer ce qu'on veut. Par exemple sur la maquette de zonage là, de RTE, là, où on a vu les blocs de disjoncteurs, etc. Là c'était du 100% flux internet. Voilà, c'est... Plus précisément, la question, c'est est-ce qu'il y a, malgré tout, entre cette maquette, alors je ne sais pas si elle est sur Android ou quelque chose comme ça, et les données SIG avec leur propre format, est-ce qu'il y a un ETL entre les deux? Est-ce qu'il faut reformater la donnée? Non, on va dire nativement les données telles qu'elles sont construites dans le SIG. Donc en fait, on va consommer, alors si on est dans un environnement ArcGIS, on va consommer du Future Layer, du Map Layer, du Set Layer, etc. Si on est dans un environnement de type GeoServer, on va consommer du flux WMS, WFS ou du 3D Tiles directement, quoi. Et ces fichiers 3D Tiles aussi peuvent être en local sur la machine, de manière à pouvoir travailler en mode déconnecté quand on n'a pas d'internet, dans une salle de réunion, sur le terrain, dans un camion de sécurité, etc. quoi. Juste, je suis une personne de science, techniquement, donc, la partie immersive, là, c'est quelle techno Alors, on est sur le moteur de jeu Unity. Voilà, qui offre le plus d'expérience transversale au niveau des différents périphériques. Donc, c'est vraiment un choix, parce que là, aujourd'hui, je vous ai montré avec une manette Xbox, mais en fait, l'idée, c'est de l'avoir sur le téléphone aussi, pour faire de la réalité augmentée à partir de la maquette BIM, à partir de données SIG. Comme il y avait le jeu Pokémon Go, là où en fait on avait de la réalité augmentée sur l'espace public, mais c'est-à-dire, bon, très bien, Pokémon Go, pourquoi pas, mais finalement, moi ça m'intéresse de viser ma borne incendie et immédiatement d'avoir l'information du dernier contrôle de pression par les services techniques, de savoir s'il est conforme et quand est-ce que l'action de maintenance pour la peinture est à prévoir, etc. quoi. Alors comme le disait Manon, forcément, nous à Gcarto, la façon dont on le voit, on est plus sur le téléphone portable, le gaming. On a des demandes autour de développement, autour d'adaptation, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de standard au niveau des headsets, quoi, des masques de réalité virtuelle. Donc on a des demandes par rapport à ça. Moi, je pense que ce n'est pas le principal axe, parce que comme le disait Manon aussi, c'est une expérience solitaire. Et là, on voit qu'on veut vraiment être dans un outil de partage, de compréhension des enjeux du territoire et des actions qu'on mène sur ce territoire, que ce soit en sécurité, en aménagement technique ou en gestion d'infrastructure. L'idée, c'est vraiment de partager ça, de partager de façon le plus vivante possible. Et donc voilà, c'est les partages avec un écran, que ce soit un téléphone portable ou au travers du gaming et un grand écran sont à notre avis plus adaptés aujourd'hui à cet univers professionnel que tout seul dans son casque de réalité virtuelle. Super, merci beaucoup Rémi.